Dans les registres oubliés du port d'Annapolis, en 1767, une ligne manuscrite effacée mentionne l'arrivée d'un navire. 140 hommes, femmes et enfants y sont débarqués. Parmi eux, un jeune homme dont le nom véritable ne figure nulle part. Ce que l'histoire officielle a transformé en légende cache une vérité bien plus dérangeante que tout ce que vous avez pu lire. Ne partez pas maintenant. Abonnez-vous et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. Cette histoire va vous glacer le sang. Les documents que vous allez entendre existent réellement. Certains dorment encore dans des caves d'archives, d'autres ont été détruits. Mais les traces demeurent. Et ce qu'elles révèlent sur l'homme que le monde connaît sous le nom de Kunta Kinte dépasse tout ce que l'imagination pourrait concevoir. L'année 1767 marque un tournant dans l'histoire de la traite négrière atlantique. À cette époque, le Maryland colonial connaît une expansion économique sans précédent, alimentée par le commerce du tabac et l'exploitation massive d'une main-d'œuvre asservie. Le port d'Annapolis, capitale de la province, est devenu l'un des centres névralgiques de ce commerce humain qui enrichit les colonies britanniques d'Amérique du Nord. Dans ce contexte, les plantations de la région de Spotsylvania County, en Virginie, à quelques dizaines de kilomètres au sud-ouest d'Annapolis, sont en pleine croissance. Les propriétaires terriens, pour la plupart des familles britanniques établies depuis plusieurs générations, accumulent richesse et pouvoir grâce à l'exploitation des plantations de tabac. Ces domaines, véritables microcosmes autarciques, fonctionnent selon des règles implacables où le travail forcé est la norme acceptée et légalisée. Les navires négriers arrivent régulièrement dans la baie de Chesapeake. Ils transportent leurs cargaisons humaines depuis les côtes occidentales de l'Afrique, après des traversées qui durent entre 2 et 3 mois, dans des conditions que les rapports officiels de l'époque décrivent pudiquement comme « difficiles ». La réalité est bien plus sombre. Les taux de mortalité pendant ces traversées oscillent entre 20 et 40%, selon les navires et les conditions météorologiques. Mais ces chiffres froids ne disent rien de l'horreur vécue dans les cales. En cette fin d'été 1767, un navire en particulier attire l'attention des autorités portuaires. Le Lord Ligonier, un brick marchand britannique commandé par le capitaine Thomas Davies, arrive avec à son bord 140 captifs originaires de la région de Gambie. Parmi eux se trouve un jeune homme d'environ 17 ans, capturé quelques mois plus tôt dans les forêts proches du fleuve Gambie. Les archives officielles du port mentionnent son arrivée le 14 juillet 1767. Mais ce que ces documents ne révèlent pas, ce sont les circonstances particulières de sa capture, ni les événements qui se sont déroulés pendant la traversée, ni surtout ce qui s'est réellement passé dans les années qui ont suivi son arrivée en Virginie. La société coloniale du Maryland et de Virginie à cette époque est structurée selon une hiérarchie rigide. Au sommet se trouvent les grands planteurs, propriétaires de vastes domaines et de dizaines, parfois de centaines d'esclaves. Viennent ensuite les planteurs moyens, puis les petits fermiers blancs, les artisans, les domestiques sous contrat. Et tout en bas de cette pyramide sociale, privés de tout droit et de toute humanité aux yeux de la loi, les hommes et femmes asservis dont le nombre ne cesse de croître. Cette société se caractérise également par une violence quotidienne et systémique. Les châtiments corporels sont la norme pour maintenir l'ordre et la discipline dans les plantations. Les fuites sont sévèrement réprimées. Les annonces de capture d'esclaves fugitifs remplissent les gazettes locales, décrivant avec précision les cicatrices et les marques de leur corps, témoignages silencieux des punitions subies. C'est dans ce contexte que débute l'histoire que nous allons vous raconter. Une histoire qui commence dans les forêts de Gambie et qui se poursuivra pendant des décennies dans les plantations de Virginie, touchant plusieurs générations et laissant des traces que l'on peut encore retrouver aujourd'hui dans les archives, pour peu que l'on sache où chercher. Le jeune homme débarqué du Lord Ligonier en juillet 1767 est vendu le lendemain de son arrivée lors d'une vente aux enchères organisée sur les quais d'Annapolis. Les registres de vente conservés dans les archives du Maryland, mentionne l'achat par un certain John Waller,
planteur de Spotsylvania County, d'un homme noir, environ 17 ans, en bonne santé, pour la somme de 155 livres sterling. Un prix élevé qui témoigne de la condition physique apparemment excellente du captif. Ce que les registres ne mentionnent pas, c'est la résistance farouche opposée par ce jeune homme dès les premiers instants de sa captivité. Les témoignages oraux recueillis bien plus tard auprès des descendants d'esclaves de la plantation Waller racontent qu'il a fallu l'enchaîner pendant plusieurs semaines après son arrivée, tant il tentait de s'enfuir à chaque occasion. Cette détermination inhabituelle intriguait et inquiétait les surveillants de la plantation. Le nouveau propriétaire décide de lui donner le nom de Toby, effaçant ainsi toute trace de son identité antérieure. Mais le jeune homme refuse ce nom. Il refuse d'obéir. Il refuse d'accepter sa condition. Cette attitude est dangereuse dans une société où la moindre velléité de rébellion peut conduire à la mort. Les premières semaines sont marquées par une série de châtiments. Les archives de la plantation Waller, bien que fragmentaires, font état de difficultés disciplinaires avec le nouvel esclave acquis en juillet. Un euphémisme qui cache une réalité brutale. Les cicatrices sur son dos, mentionnées dans les descriptions physiques ultérieures, témoignent de la violence de ces corrections. Mais ce qui rend cette histoire particulièrement troublante, ce n'est pas tant la violence elle-même, malheureusement banale à cette époque, que ce qui se passe réellement dans les mois suivants. Car selon plusieurs témoignages contradictoires retrouvés dans des correspondances privées entre membres de la famille Waller, quelque chose d'étrange se produit sur la plantation à l'automne 1767. Un premier indice apparaît dans une lettre datée du 23 septembre 1767, écrite par Elizabeth Waller, l'épouse de John Waller, à sa sœur vivant en Pennsylvanie. Elle y mentionne des troubles inhabituels parmi les nègres de la plantation et évoque un jeune homme nouvellement acquis qui semble exercer une influence perturbatrice sur les autres. Elle ajoute que son mari envisage de prendre des mesures, mais ne précise pas lesquelles. Un second document, un rapport d'un surveillant de plantation nommé Thomas Jefferson, aucun lien avec le futur président, daté du 8 octobre 1767, mentionne une tentative de fuite impliquant plusieurs esclaves. Le rapport indique que le jeune homme appelé Toby était à la tête de cette entreprise et qu'il a été rattrapé après 2 jours de cavale dans les forêts environnantes. La punition qui suit cette tentative est documentée avec une précision glaçante dans les archives. Le registre de la plantation note laconiquement 8 octobre 1767, esclave Toby, châtiment pour fuite, 50 coups de fouet, fer au pied droit. Cette dernière mention, fer au pied droit, désigne une pratique courante à l'époque, l'amputation partielle du pied pour empêcher toute nouvelle fuite. Mais les documents suggèrent que quelque chose de plus complexe et de plus sombre s'est produit ce jour-là. Une lettre du docteur William Reynolds, médecin appelé sur la plantation pour superviser le châtiment, contient un passage énigmatique. Adressée à un confrère de Williamsburg, elle mentionne « J'ai assisté aujourd'hui à une scène qui me hantera longtemps. Le jeune nègre en question a montré une résistance d'esprit que je n'avais jamais observée auparavant. Même sous la lame, il a refusé de crier. Et son regard contenait quelque chose que je ne saurais décrire. Une promesse peut-être. Ou une malédiction. Cette dernière phrase, une promesse ou une malédiction, prend un sens particulier à la lumière des événements qui vont suivre dans les années suivantes sur la plantation Waller. Car à partir de cet automne 1767, une série d'incidents inexplicables va marquer l'histoire de cette propriété. Les années qui suivent l'arrivée du jeune homme sur la plantation Waller sont marquées par une série d'événements troublants qui vont progressivement transformer la dynamique de cette exploitation. Les archives fragmentaires et souvent contradictoires de cette période révèlent un tableau complexe où se mêlent violence quotidienne, résistance silencieuse et mystères non résolus. L'hiver 1768 est particulièrement rigoureux en Virginie.
Les registres météorologiques de l'époque mentionnent des températures exceptionnellement basses et des chutes de neige abondantes. Sur la plantation Waller, cette période est marquée par une mortalité inhabituelle parmi le bétail. Entre décembre 1767 et février 1768, plus de la moitié du cheptel bovin et porcin périt dans des circonstances que les rapports de l'époque qualifient de mystérieuses. Un rapport du surveillant en chef, daté du 15 janvier 1768, mentionne que plusieurs animaux ont été retrouvés morts sans cause apparente, sans trace de maladie ni de blessure. Plus étrange encore, le rapport note que ces morts surviennent toujours la nuit, et toujours dans la partie de la plantation où sont logés les esclaves récemment acquis, dont le jeune homme appelé Toby. Cette série de morts inexpliquées provoque des tensions au sein de la plantation. Certains esclaves, selon les témoignages recueillis plus tard, murmurent que ces événements sont liés à la présence du nouveau venu. Des rumeurs circulent selon lesquelles il posséderait des connaissances héritées de son pays d'origine, des pratiques mystérieuses que les surveillants blancs ne comprennent pas et ne peuvent contrôler. John Waller, le propriétaire, commence à manifester une inquiétude croissante. Une lettre adressée à son frère William, planteur dans le Maryland, datée du 28 février 1768, révèle son état d'esprit. Je commence à me demander si l'acquisition de ce jeune nègre était une erreur. Depuis son arrivée, rien ne va plus sur ma plantation. Le bétail meurt, les esclaves sont nerveux et insubordonnés, et lui continue à me regarder de cette manière qui me glace le sang, comme s'il savait quelque chose que j'ignore. Au printemps 1768, un nouvel incident vient troubler la quiétude de la plantation. Le fils aîné de John Waller, Thomas, alors âgé de 12 ans, tombe gravement malade. Les symptômes décrits dans la correspondance familiale sont alarmants. Fièvre intense, délire, convulsions. Le docteur Reynolds est à nouveau appelé, mais ses traitements restent sans effet pendant plusieurs semaines. Ce qui rend cet épisode particulièrement étrange, c'est un détail mentionné dans le journal personnel d'Elizabeth Waller. Elle y note que son fils, dans ses moments de délire, parlait d'un homme noir aux yeux tristes qui venait le voir la nuit et lui murmurait des paroles dans une langue inconnue. Lorsqu'on lui demande de décrire cet homme, l'enfant donne une description qui correspond exactement au jeune esclave appelé Toby. Interrogé, ce dernier nie catégoriquement s'être approché de la maison du maître. Les surveillants confirment qu'il est attaché chaque nuit dans les quartiers des esclaves, rendant impossible toute visite nocturne à la demeure principale. Pourtant, l'enfant insiste. L'homme qu'il a vu portait les mêmes cicatrices visibles sur le dos et les bras, la même démarche claudicante due à la blessure au pied. Le jeune Thomas Waller finit par se rétablir après 6 semaines de maladie, aussi mystérieusement qu'il est tombé malade. Mais l'incident laisse une marque profonde sur la famille. Elizabeth Waller note dans son journal, en date du 22 mai 1768, « Mon fils est guéri, Dieu soit loué, mais il n'est plus le même. Il refuse désormais de manger la viande servie à notre table, prétendant qu'elle a un goût étrange. Et chaque nuit, il se réveille en sursaut, criant qu'il entend des tambours au loin. Pourtant, nous n'entendons rien. Cette mention des tambours est particulièrement intrigante. Plusieurs autres documents de l'époque, provenant de plantations voisines, font état de bruits nocturnes inexplicables pendant cette période. Un rapport du shérif du comté, daté du 3 juin 1768, mentionne des plaintes de plusieurs planteurs concernant des rythmes de tambour entendus la nuit semblant provenir des forêts environnantes. Des patrouilles sont organisées pour localiser la source de ces sons, mais elles ne trouvent jamais rien. Parallèlement à ces événements mystérieux, la situation du jeune homme sur la plantation évolue de manière surprenante. Malgré sa mutilation au pied, qui le fait boiter de façon permanente, il se révèle être un travailleur d'une efficacité remarquable dans les champs de tabac. Les registres de production de la plantation montrent une augmentation notable du rendement dans les parcelles où il est affecté. John Waller, en homme pragmatique, décide de lui accorder certains privilèges.
À partir de l'été 1768, le jeune homme n'est plus enchaîné la nuit. Il obtient le droit de cultiver un petit lopin de terre pour son propre usage. Ces concessions, inhabituelles pour un esclave ayant tenté de fuir, suscitent des commentaires dans la correspondance entre planteurs de la région. Une lettre particulièrement révélatrice est celle de Robert Carter, un planteur voisin, adressée à John Waller en juillet 1768. Il y écrit « J'ai entendu dire que tu accordes des libertés à ton esclave fugitif. Prends garde, mon ami, ce genre de clémence est perçu comme de la faiblesse par ces gens-là. Ils ne comprennent que la force et la contrainte. Si tu n'y prends garde, tu auras bientôt une rébellion sur les bras. » Mais John Waller ne semble pas partager ses craintes. Sa réponse conservée dans les archives familiales est surprenante. « Je comprends ton inquiétude, Robert, mais je crois que ce nègre en particulier est différent. Il y a en lui quelque chose, une dignité peut-être, ou une force d'âme que je n'ai jamais observée chez les autres. Je pense qu'il sera plus utile si on lui accorde un minimum de liberté plutôt que de le briser complètement. Et puis, avec son pied mutilé, il ne peut plus s'enfuir bien loin. » Cette décision de John Waller va avoir des conséquences inattendues. Car à partir de 1769, une transformation subtile mais profonde commence à s'opérer sur la plantation. Les autres esclaves, initialement méfiants envers le nouveau venu à cause de sa différence et de son incapacité à communiquer facilement en anglais, commencent à le rechercher pour ses conseils. Un témoignage recueilli bien plus tard, dans les années 1830, auprès d'une ancienne esclave de la plantation Waller nommée Sarah, apporte un éclairage fascinant sur cette période. Âgée de plus de 80 ans au moment de l'entretien, elle se souvient « Ce jeune homme qu'ils appelaient Toby, mais qui se faisait appeler d'un autre nom entre nous, il savait des choses. Il savait quelle plante soignait quelle maladie. Il savait lire les signes dans le ciel pour prédire la pluie. Et surtout, il savait comment garder notre espoir vivant quand tout semblait perdu. » Ce témoignage suggère que le jeune homme a progressivement assumé un rôle de guérisseur et de conseiller spirituel au sein de la communauté des esclaves. Cette fonction, loin d'être anodine, représente une forme de pouvoir et d'autorité morale dans un monde où les esclaves sont officiellement dépourvus de tout pouvoir. Si cette histoire vous donne des frissons, laissez un like et dites-nous ce que vous pensez qu'il s'est réellement passé. La suite est encore plus troublante. L'année 1770 marque un tournant dans l'histoire de la plantation Waller. C'est l'année où John Waller prend une décision qui va changer le destin du jeune homme appelé Toby. Il décide de lui confier la responsabilité de conduire le chariot qui transporte les récoltes de tabac jusqu'au port le plus proche. C'est une fonction qui requiert une certaine confiance, car elle implique de sortir de la plantation et d'interagir avec d'autres personnes. Cette décision surprend la communauté des planteurs de la région. Confier une telle responsabilité à un esclave ayant tenté de fuir est considéré comme imprudent, voire dangereux. Mais John Waller semble convaincu de son choix. Dans une lettre à son frère, il explique « Le pied mutilé l'empêche de courir. Et puis, je crois qu'il a compris que la fuite est impossible. Il a accepté sa condition et s'est résigné à faire de son mieux dans sa situation. » Mais John Waller se trompe. Le jeune homme n'a pas accepté. Il n'a pas renoncé. Il a simplement appris à attendre. Et ses déplacements réguliers vers le port vont lui offrir quelque chose de précieux. Des informations sur le monde extérieur, des contacts avec d'autres esclaves, d'autres plantations, la connaissance de la géographie de la région. C'est pendant l'un de ses voyages, à l'automne 1770, qu'il fait une rencontre qui va changer sa vie. Dans les archives de l'église baptiste de Fredericksburg, on trouve la trace d'un mariage célébré le 15 novembre 1770 entre Toby, esclave de John Waller, et Belle, esclave de la propriété Reynolds. Ce mariage, bien que n'ayant aucune valeur légale aux yeux de la loi virginienne de l'époque, est reconnu par la communauté des esclaves et béni par un prédicateur noir itinérant. Belle est une jeune femme d'environ 20 ans, née en Virginie de parents eux-mêmes esclaves. Contrairement à son futur époux, elle parle couramment l'anglais et connaît intimement les codes de la société esclavagiste. Leur union est à la fois un choix affectif et une stratégie de survie.
Ensemble, ils vont créer une famille et maintenir vivante la mémoire d'un homme qui refuse d'oublier d'où il vient. Mais cette union va également attirer l'attention des autorités d'une manière inattendue. Car Belle possède un talent particulier. Elle sait lire et écrire, compétence qu'elle a acquise secrètement en observant les enfants de ses maîtres pendant leurs leçons. Cette capacité, strictement interdite aux esclaves par les lois de Virginie, fait d'elle une personne potentiellement dangereuse aux yeux des autorités. Les années 1770 sont une période de tension croissante dans les colonies britanniques d'Amérique du Nord. Les conflits avec la métropole s'intensifient, menant progressivement vers ce qui deviendra la Révolution américaine. Ces bouleversements politiques ont des répercussions directes sur la vie des plantations et, par extension, sur celle des esclaves. Sur la plantation Waller, le jeune couple formé par l'homme appelé Toby et Belle s'efforce de construire quelque chose qui ressemble à une vie normale dans des circonstances extraordinairement difficiles. En 1772 naît leur premier enfant, une fille. Les registres de la plantation mentionnent cette naissance de manière laconique. 23 septembre 1772. Naissance d'une esclave, fille de Toby et Belle, nommée Kizzy. Ce nom Kizzy est inhabituel. Il ne figure dans aucun autre registre de plantation de la région à cette époque. Selon les témoignages oraux recueillis plus tard, c'est le père qui a choisi ce nom, affirmant qu'il signifiait « tu restes ici » dans sa langue maternelle. Un nom qui est à la fois un espoir et une résignation. L'espoir que son enfant survive, la résignation qu'elle restera esclave. La naissance de Kizzy marque le début d'une nouvelle phase dans la vie du jeune homme. Il comprend désormais qu'il ne retournera jamais en Afrique. Mais il peut encore transmettre quelque chose à sa fille. La mémoire de ses origines, les histoires de son village, les valeurs de son peuple. Chaque soir, selon les témoignages, il raconte à sa fille des histoires dans sa langue maternelle, lui apprend les sons et les mots de la terre qu'il a vu naître. Cette transmission orale, pratiquée discrètement à l'abri des regards des maîtres, constitue une forme de résistance culturelle d'une importance capitale, car dans un système conçu pour effacer toute trace d'identité africaine, maintenir la mémoire de ses origines est un acte de rébellion en soi. Mais cette période est également marquée par des événements troublants qui continuent de se produire sur la plantation Waller. À l'été 1773, une série d'incendies mystérieux ravage plusieurs granges de la propriété. Les enquêtes menées par le shérif du comté ne parviennent pas à déterminer la cause de ces feux. Les rapports mentionnent l'absence de foudre ou de toute autre cause naturelle évidente. Un document particulièrement intéressant est le témoignage d'un surveillant nommé Jacob Miller, daté du 15 août 1773. Il affirme avoir vu, la nuit précédant le dernier incendie, une silhouette se déplaçant près de la grange, marchant de manière inhabituelle comme si elle boitait. Interrogé, l'homme appelé Toby fournit un alibi solide. Plusieurs témoins confirment qu'il était dans les quartiers des esclaves cette nuit-là. Pourtant, le surveillant maintient sa déclaration, ajoutant un détail troublant. Cette silhouette semblait plus grande que nature, et ses yeux brillaient dans l'obscurité comme ceux d'un animal. Ce témoignage, qui pourrait être facilement écarté comme le produit d'une imagination enfiévrée ou d'une consommation excessive d'alcool, Miller était connu pour sa tendance à boire, prend une dimension différente quand on le replace dans le contexte plus large des événements de l'époque, car des témoignages similaires apparaissent dans les correspondances d'autres plantations de la région pendant cette période. Un planteur du comté voisin, Samuel Patterson, écrit en septembre 1773 à un ami de Williamsburg. « Des choses étranges se produisent dans notre région. Les esclaves parlent de visions, de présence dans les forêts. Certains de mes nègres refusent de travailler dans les champs les plus éloignés de la maison, prétendant qu'ils ont peur de ce qui rôde dans les bois. J'ai dû en faire fouetter 2 pour insubordination, mais même la punition ne semble pas dissiper leur terreur. »
Ces récits suggèrent l'existence d'un mouvement souterrain au sein de la communauté des esclaves, un réseau de résistance qui utilise la peur et la superstition comme armes psychologiques contre les maîtres. Le jeune homme appelé Toby joue-t-il un rôle dans ce mouvement? Les documents ne permettent pas de l'affirmer avec certitude, mais plusieurs indices pointent dans cette direction. Un indice particulièrement révélateur apparaît dans les comptes de la plantation Waller pour l'année 1774. On y note une augmentation inhabituellement élevée des dépenses pour l'achat de chaînes et de cadenas. La note explicative mentionne « mesures de sécurité renforcées suite aux troubles récents ». Quels troubles? Les documents officiels restent vagues, mais les correspondances privées sont plus explicites. Elizabeth Waller écrit à sa sœur en mars 1774 « Notre plantation n'est plus ce qu'elle était. Il y a une tension dans l'air que je ne peux expliquer. Les esclaves travaillent, obéissent aux ordres, mais il y a dans leur regard quelque chose de nouveau, une sorte de patience, comme s'ils attendaient quelque chose. Et ce Toby, avec sa boiterie et son silence, il semble être au centre de tout cela, sans jamais rien faire de répréhensible. Cette perception d'une attente, d'une tension latente, est d'autant plus intéressante qu'elle coïncide avec une période de bouleversement politique majeur. En septembre 1774, se réunit à Philadelphie le premier congrès continental, marquant une étape importante vers l'indépendance des colonies. Ces événements sont suivis avec attention par les planteurs, mais aussi, de manière moins évidente, par les esclaves. Car la rhétorique révolutionnaire des colons, avec son insistance sur la liberté et l'oppression, résonne de manière particulière pour ceux qui vivent dans l'esclavage réel. Plusieurs historiens ont documenté comment les esclaves de cette époque ont perçu et parfois instrumentalisé les tensions entre les colonies et la Grande-Bretagne pour tenter de gagner leur liberté. Sur la plantation Waller, cette période est marquée par une nouvelle tentative de fuite. En novembre 1775, 3 esclaves disparaissent pendant la nuit. Les patrouilles les rattrapent 2 jours plus tard à une trentaine de kilomètres de la plantation, se dirigeant vers le nord. Interrogés, ils affirment avoir été encouragés à fuir par l'homme boiteux qui parle aux esprits. Cette mention de l'homme boiteux qui parle aux esprits est la première référence explicite au rôle spirituel que semble avoir assumé le jeune homme dans la communauté des esclaves. Les interrogatoires révèlent que les fugitifs croyaient qu'en suivant ces conseils, ils seraient protégés pendant leur fuite. Un des fugitifs affirme même que l'homme boiteux leur avait donné des amulettes faites de racines et de morceaux de tissu rouge, qui étaient censés les rendre invisibles aux patrouilles. Cette affaire a des conséquences graves. Les 3 fugitifs sont sévèrement punis. Quant au jeune homme appelé Toby, il est à nouveau interrogé longuement. Mais aucune preuve directe de son implication ne peut être établie. Il nie avoir encouragé la fuite et affirme que si des esclaves lui ont demandé conseil, c'était uniquement sur des questions de santé ou de remèdes à base de plantes. John Waller se trouve face à un dilemme. D'un côté, son esclave est devenu un élément précieux de sa plantation, un travailleur efficace et apparemment loyal. De l'autre, les soupçons qui pèsent sur lui menacent de créer des problèmes avec les autres planteurs de la région. Finalement, Waller décide de ne pas punir l'homme, mais de le surveiller plus étroitement. C'est à cette période qu'apparaît dans les archives un document extraordinaire. Il s'agit d'une lettre écrite en avril 1776 par Belle, l'épouse de l'homme appelé Toby, adressée à une esclave d'une plantation voisine. Cette lettre, interceptée par les surveillants avant d'être remise, constitue une preuve rare de l'alphabétisation clandestine des esclaves. Le contenu de la lettre est en apparence anodin. Des nouvelles de la famille, des questions sur la santé d'une connaissance commune. Mais une lecture attentive révèle des passages codés. Belle y mentionne par exemple l'arbre où pousse la mousse du côté nord et le ruisseau qui chante 3 fois. Des expressions qui, selon les spécialistes de l'histoire de l'Underground Railroad, pourraient être des indications géographiques destinées à guider d'éventuels fugitifs. La découverte de cette lettre provoque un scandale.
Belle est sévèrement punie pour avoir osé apprendre à lire et écrire. Son mari, bien qu'aucune preuve directe n'établisse sa complicité, subit lui aussi les conséquences. John Waller, sous la pression des autres planteurs, durcit les conditions de vie sur sa plantation. Les privilèges accordés précédemment sont supprimés. La surveillance est renforcée. Mais paradoxalement, ces mesures répressives ne font que renforcer le statut du jeune homme au sein de la communauté des esclaves. Il devient un symbole de résistance, un homme qui, malgré la mutilation physique et l'oppression constante, refuse de se soumettre complètement. Les histoires à son sujet se multiplient, embellies et transformées par la tradition orale. L'année 1776 marque un tournant dans l'histoire des colonies américaines avec la déclaration d'indépendance. Mais pour les esclaves de Virginie, cette proclamation de liberté a un goût amer. Car si les colons se battent pour leur liberté contre ce qu'ils considèrent comme l'oppression britannique, ils continuent de maintenir dans les chaînes des centaines de milliers d'êtres humains sur leur propre territoire. Cette contradiction n'échappe pas au jeune homme appelé Toby. Selon les témoignages recueillis plus tard, il aurait demandé à sa femme, qui sait lire, de lui expliquer les mots de cette déclaration d'indépendance. Tous les hommes sont créés égaux, proclame le document. Belle lui traduit ces mots, et le silence qui suit est long et lourd de sens. La guerre d'indépendance qui éclate va bouleverser la vie des plantations. Les hommes valides sont réquisitionnés pour l'armée continentale. Les récoltes sont saisies pour nourrir les troupes. L'économie de la région est désorganisée. Dans ce chaos, les esclaves voient une opportunité. Beaucoup tentent de fuir vers les lignes britanniques, attirés par les proclamations du gouverneur britannique de Virginie promettant la liberté à tout esclave qui rejoindrait les forces loyalistes. Sur la plantation Waller, la tension monte. John Waller est mobilisé dans la milice locale, laissant la gestion de la plantation à sa femme et aux surveillants. Cette absence d'autorité masculine forte est perçue par certains esclaves comme une chance de tenter une nouvelle fuite. En septembre 1777, une nouvelle tentative d'évasion collective est organisée. Cette fois, 7 esclaves disparaissent pendant la nuit, emportant avec eux des provisions et des outils. Les patrouilles sont mobilisées, mais les fugitifs semblent avoir disparu sans laisser de traces. Ce qui rend cette fuite particulièrement intéressante, c'est que cette fois, l'homme appelé Toby ne fait pas partie des fugitifs. Il reste sur la plantation avec sa femme et sa fille. Pourtant, les interrogatoires qui suivent révèlent que les fugitifs avaient consulté l'homme boiteux avant leur départ. Un des esclaves restés sur la plantation, sous la contrainte, finit par avouer que le jeune homme avait dessiné dans la terre une carte du chemin vers les terres britanniques. Cette révélation provoque la fureur d'Elizabeth Waller. Pour la première fois, elle envisage sérieusement de vendre l'esclave problématique. Mais les circonstances de guerre rendent difficile toute transaction de ce type. De plus, avec son mari absent et les bras qui manquent pour les travaux des champs, elle ne peut se permettre de se séparer d'un travailleur aussi efficace, même suspect. La solution qu'elle trouve est draconienne. L'homme est désormais enchaîné chaque nuit à un anneau fixé dans le mur de sa cabane. Ses déplacements pendant la journée sont strictement surveillés. Il n'a plus le droit de quitter la plantation pour aucune raison. Ces mesures, bien que sévères, ont au moins le mérite d'écarter tout soupçon direct de participation à de futures tentatives de fuite. Mais les événements prennent une tournure encore plus sombre à l'hiver 1778. Plusieurs cas de maladies mystérieuses frappent la plantation. Les symptômes sont similaires, fièvre élevée, douleurs articulaires intenses, éruptions cutanées. Le docteur Reynolds, à nouveau appelé, diagnostique une forme de fièvre typhoïde. Mais quelque chose dans le schéma de propagation de la maladie l'intrigue. Dans son journal médical, conservé aux archives de la Virginia Historical Society, Reynolds note « La distribution des cas est inhabituelle. La maladie frappe de manière sélective. 3 surveillants sur 4 sont atteints, ainsi que 2 domestiques de la maison principale. Mais parmi les esclaves des champs, seuls ceux qui ont témoigné contre leurs camarades lors des dernières tentatives de fuite sont malades.
Les autres, y compris ceux qui vivent dans les mêmes cabanes que les malades, restent en parfaite santé. Cette sélectivité défie toute logique médicale. Cette observation troublante conduit à des soupçons. Plusieurs voix s'élèvent pour accuser le jeune homme et sa femme d'avoir empoisonné les puits ou la nourriture. Des fouilles sont organisées dans leur cabane. On trouve effectivement des sachets contenant diverses herbes et racines séchées. Interrogé, l'homme explique qu'il s'agit de remèdes pour soigner les maladies courantes, des connaissances qu'il a apportées de son pays d'origine. Le docteur Reynolds examine ces substances. Il identifie certaines plantes médicinales connues, de l'écorce de saule pour les fièvres, de la racine de valériane pour l'insomnie, mais d'autres plantes lui sont inconnues. Il en prélève des échantillons pour une analyse ultérieure. Ses notes indiquent « Ces substances semblent être des remèdes plutôt que des poisons ». Néanmoins, la frontière entre remède et poison est souvent une question de dosage. Sans preuve concluante, aucune punition n'est administrée. Mais l'incident renforce la réputation de l'homme comme possesseur de savoirs mystérieux et potentiellement dangereux. Les surveillants évitent désormais de le provoquer. Les autres esclaves le consultent encore plus fréquemment pour leurs maux. Le printemps 1779 apporte un nouvel élément au mystère. Un voyageur, un marchand itinérant du nom de Joshua Martin, s'arrête à la plantation Waller pour vendre ses marchandises. Cet homme a la particularité d'avoir voyagé en Afrique occidentale avant la guerre. Lors d'une conversation avec Elizabeth Waller, il mentionne avoir visité la région de Gambie et avoir appris quelques mots de la langue mandingue. Par curiosité, Elizabeth demande à ce voyageur s'il peut communiquer avec son esclave appelé Toby. La rencontre qui s'ensuit est documentée dans une lettre qu'Elizabeth écrit à sa sœur quelques jours plus tard. Elle y décrit la scène. Monsieur Martin s'est adressé au nègre dans sa langue. L'effet fut immédiat et saisissant. Pour la première fois depuis son arrivée sur notre plantation, j'ai vu ce homme pleurer. Des larmes coulaient sur son visage, tandis qu'il répondait aux voyageurs dans cette langue étrange et gutturale. Ils ont conversé pendant plusieurs minutes. Puis le nègre est retourné au champ en silence, mais son regard avait changé. Il y avait dedans une tristesse si profonde qu'elle m'a troublé pendant des jours. Interrogé sur le contenu de leur conversation, Joshua Martin hésite d'abord, puis finit par révéler. Il m'a parlé de son village en Gambie. Il m'a dit qu'il s'appelait un nom que je ne peux prononcer correctement. Il m'a raconté comment il a été capturé alors qu'il coupait du bois dans la forêt pour fabriquer un tambour. Il m'a parlé de sa famille, de son père qui lui a appris les traditions de son clan. Et puis il m'a posé une question qui m'a glacé. Il m'a demandé si je pensais que les esprits de ses ancêtres pouvaient le retrouver si loin de sa terre natale. Cette rencontre fortuite avec quelqu'un capable de parler sa langue maternelle semble avoir un effet profond sur le jeune homme. Dans les semaines qui suivent, selon les observations notées par Elizabeth Waller, il devient plus silencieux encore, plus replié sur lui-même. Mais il intensifie également ses efforts pour transmettre son héritage culturel à sa fille. Kizzy, qui a maintenant 7 ans, devient le dépositaire de la mémoire paternelle. Chaque soir, dans la cabane familiale, le père raconte à sa fille les histoires de son village, lui enseigne des mots dans sa langue, lui transmet les valeurs et les traditions de son peuple. Cette transmission, observée de loin par les surveillants qui n'y voient qu'un père racontant des histoires à son enfant, constitue en réalité un acte de résistance culturelle d'une importance capitale. Car dans un système conçu pour effacer toute trace d'identité africaine, pour transformer des êtres humains avec une histoire et une culture en simples bêtes de somme sans passé, maintenir vivante la mémoire de ses origines est un acte révolutionnaire. Et le jeune homme le sait. Il sait qu'il ne retournera jamais en Afrique. Il sait que sa fille restera esclave toute sa vie. Mais il peut au moins lui donner ce que personne ne peut lui voler, la connaissance de ses origines. L'année 1780 marque le début d'une décennie qui va voir la fin de la guerre d'indépendance et la naissance d'une nouvelle nation. Pour le jeune homme appelé Toby, maintenant dans sa 30e année, c'est également une période de changement profond. Le retour de John Waller de la guerre en 1781
modifie à nouveau la dynamique de la plantation. John Waller revient transformé par son expérience militaire. Il a vu la mort de près, a combattu aux côtés d'hommes de toutes origines, y compris des esclaves affranchis qui se battaient pour la cause américaine. Ces expériences semblent avoir nuancé sa vision du monde. Dans une lettre à son frère, datée de mars 1781, il écrit « Je reviens d'une guerre menée au nom de la liberté, pour découvrir que je maintiens des hommes dans les chaînes sur ma propre terre. Cette contradiction me trouble de plus en plus. » Cette évolution de pensée se traduit par quelques changements concrets sur la plantation. Les châtiments physiques deviennent moins fréquents. Les conditions de vie des esclaves s'améliorent légèrement. Et surtout, John Waller autorise la reprise des réunions religieuses des esclaves qui avaient été interdites pendant la guerre. Ces réunions, qui ont lieu le dimanche après-midi dans une clairière proche de la plantation, deviennent rapidement un élément central de la vie communautaire des esclaves. C'est lors de ces rassemblements que se développe ce qui deviendra plus tard une caractéristique essentielle de la culture afro-américaine. Le mélange de traditions africaines et de christianisme créant une forme unique de spiritualité. Le jeune homme appelé Toby joue un rôle central dans ces réunions. Bien qu'il ne soit pas officiellement prédicateur, sa présence est considérée comme essentielle. Plusieurs témoignages recueillis des décennies plus tard décrivent sa manière de raconter des histoires bibliques en les reliant aux traditions de son pays natal. L'histoire de Moïse guidant son peuple hors d'Égypte résonne particulièrement avec son propre vécu d'homme arraché à sa terre. Mais ces réunions sont également l'occasion d'échanges d'informations entre esclaves de différentes plantations. Les nouvelles circulent, les conseils sont partagés, les plans de fuite sont discrètement discutés. Les surveillants, qui observent ces rassemblements de loin, ne comprennent pas toujours ce qui se dit réellement derrière le langage codé et les chants apparemment innocents. C'est pendant cette période, en 1783, que se produit un événement qui va bouleverser l'équilibre fragile de la plantation Waller. John Waller tombe gravement malade. Les symptômes sont alarmants. Fièvre persistante, toux sèche, perte de poids rapide. Le docteur Reynolds, qui a maintenant 60 ans passés et dont la santé décline également, ne peut offrir qu'un diagnostic sombre. La consomption, ce qu'on appellera plus tard la tuberculose. Face à la maladie du maître, une situation extraordinaire se produit. C'est Belle, l'épouse de l'homme appelé Toby, qui propose ses services. Elle affirme que son mari connaît des remèdes qui pourraient aider. Elizabeth Waller, désespérée, accepte malgré ses réticences. Ce qui se passe ensuite est documenté de manière fragmentaire dans les correspondances de l'époque. Le jeune homme prépare une série de décoctions à base de plantes. Il administre ces remèdes à John Waller pendant plusieurs semaines. Contre toute attente, l'état du malade s'améliore progressivement. Après 2 mois de traitement, John Waller est de nouveau capable de quitter son lit et de reprendre certaines activités. Cet épisode a des conséquences importantes. La gratitude de John Waller envers son esclave se manifeste par une série de concessions inédites. L'homme n'est plus enchaîné la nuit. Il obtient le droit de cultiver un lopin de terre plus grand pour sa famille. Et surtout, John Waller promet que sa fille Kizzy ne sera jamais vendue et qu'elle restera sur la plantation familiale. Cette promesse, bien qu'elle n'ait aucune valeur légale et qu'elle puisse être brisée à tout moment, représente néanmoins quelque chose de précieux pour le jeune homme. C'est une forme de sécurité, aussi fragile soit-elle, pour sa fille. Mais les années 1790 apportent de nouveaux défis. Kizzy, devenue une jeune femme, travaille maintenant comme domestique dans la maison principale. Sa beauté et son intelligence n'échappent pas à l'attention de Thomas Waller, le fils aîné de John, maintenant un jeune homme de 25 ans. Les lois et coutumes de l'époque ne protègent en rien les femmes esclaves des avances de leur maître. C'est à ce moment que les documents historiques révèlent un épisode particulièrement troublant. En novembre 1796, Kizzy disparaît soudainement de la plantation Waller.
Les registres indiquent qu'elle avait été vendue à un certain Tom Lee, un propriétaire de coqs de combat du comté de Caswell en Caroline du Nord, pour la somme de 400 livres sterling. Cette vente soudaine, qui brise la promesse faite par John Waller, est documentée dans une lettre déchirante écrite par Elizabeth Waller à sa sœur. Elle y explique « Nous avons dû nous séparer de la négresse Kizzy dans des circonstances que je ne peux détailler par écrit. Mon fils Thomas, il y a eu une situation que nous ne pouvions tolérer. John a pris la décision de la vendre, malgré sa promesse antérieure. Le père, le nègre Toby, a supplié à genoux qu'on épargne sa fille. C'était une scène déchirante, mais la décision était prise. La nature exacte de la situation que nous ne pouvions tolérer n'est pas explicitement mentionnée, mais plusieurs indices dans d'autres documents suggèrent que Kizzy aurait été accusée d'avoir aidé un esclave à fuir, possiblement un jeune homme qu'elle fréquentait. D'autres sources suggèrent que la véritable raison était les attentions non désirées de Thomas Waller et le refus de Kizzy de s'y soumettre. Quelle que soit la vérité, la vente de Kizzy représente un coup terrible pour son père. Plusieurs témoignages décrivent sa réaction. Il serait resté prostré pendant des jours, refusant de manger, répétant sans cesse le nom de sa fille. Certains disent qu'il a maudit la famille Waller dans sa langue maternelle, promettant que leurs lignées respectives se souviendraient de ce jour pour toujours. Cette séparation forcée, qui brise une famille et envoie une jeune femme vers un destin incertain, illustre de manière brutale la réalité de l'esclavage. Car au-delà de l'exploitation du travail, au-delà de la violence physique, c'est cette capacité à détruire les liens familiaux qui constitue peut-être l'aspect le plus cruel du système esclavagiste. Les années qui suivent la vente de Kizzy sont marquées par un changement profond dans l'attitude du jeune homme maintenant appelé par tous sur la plantation le vieil Africain. Il a maintenant plus de 40 ans, un âge avancé pour un esclave soumis au travail éreintant des champs. Sa claudication s'est aggravée avec le temps. Mais c'est surtout son esprit qui semble avoir changé. Selon les témoignages recueillis plus tard, il se serait progressivement retiré en lui-même, parlant de moins en moins, même avec sa femme belle. Il continuait à travailler au champ, à soigner les malades, à participer aux réunions du dimanche. Mais quelque chose en lui s'était éteint le jour où sa fille avait été emmenée. Les documents concernant les dernières années de sa vie sont rares et fragmentaires. Les registres de la plantation Waller mentionnent qu'il est resté sur la propriété jusqu'à sa mort, survenue en 1822. Il avait alors environ 72 ans, un âge remarquable pour l'époque et particulièrement pour un esclave. Une note dans le registre familial de John Waller, écrite quelques jours après sa mort, offre un rare aperçu de la perception qu'avait le maître de son esclave. Le nègre Toby est mort hier dans sa cabane, entouré de ses proches. C'était un homme singulier, différent de tous les autres esclaves que j'ai possédés. Il y avait en lui une dignité que ni la mutilation, ni les années d'esclavage n'ont pu briser. Je ne sais pas s'il m'a jamais pardonné d'avoir vendu sa fille. Je ne sais même pas si je me pardonne moi-même. Mais je peux dire une chose. Cet homme n'a jamais été vraiment mon esclave, même si la loi disait le contraire. Cette remarque, exceptionnelle pour l'époque, témoigne de la complexité des relations entre maître et esclave, qui ne se réduisait pas toujours à la simple dynamique oppresseur-opprimé, même si cette dynamique restait fondamentale et définissait tous les aspects de leur interaction. Mais l'histoire ne s'arrête pas avec la mort du jeune homme devenu vieux. Car ce qu'il a transmis à sa fille Kizzy, avant qu'elle ne soit vendue, va survivre et se propager à travers les générations. Kizzy, malgré les horreurs qu'elle a subies en Caroline du Nord, a transmis à son fils les histoires de son père. Et ce fils a transmis ces histoires à ses propres enfants. Et ainsi de suite, sur cette génération. Ces histoires, transmises oralement de génération en génération, contenaient des détails précis, le nom du village en Gambie, le nom du clan, des mots dans la langue mandingue, des descriptions de traditions et de coutumes. Cette transmission orale extraordinaire, maintenue pendant plus de 2 siècles malgré l'esclavage, la ségrégation et tous les efforts pour effacer la mémoire africaine,
représente un acte de résistance culturelle d'une importance immense. C'est cette tradition orale qui, dans les années 1960, a attiré l'attention d'un écrivain afro-américain nommé Alex Haley. Descendant de Kizzy, Haley avait grandi en entendant ces histoires racontées par sa grand-mère. Intrigué, il a entrepris des recherches pour vérifier leur exactitude historique. Ces recherches l'ont mené en Gambie, dans les archives maritimes britanniques, dans les registres des plantations de Virginie. Ce que Haley a découvert était à la fois troublant et fascinant. Certains éléments des histoires familiales correspondaient à des faits historiques vérifiables. D'autres étaient plus difficiles à confirmer. Il y avait des zones d'ombre, des incohérences, des impossibilités chronologiques. Mais il y avait aussi suffisamment de correspondances pour suggérer que quelque chose de réel se cachait derrière ces récits. Le livre que Haley a publié en 1976, intitulé Roots, Racines, a présenté cette histoire comme étant en grande partie factuelle. Le succès a été immédiat et phénoménal. Des millions de lecteurs ont découvert l'histoire de Kunta Kinte, le jeune Africain capturé et réduit en esclavage, qui refuse de renoncer à son identité malgré toutes les souffrances. Mais après la publication, des controverses ont éclaté. Des historiens ont remis en question l'exactitude de nombreux détails. Des chercheurs en Gambie ont exprimé des doutes sur les sources orales utilisées par Haley. Un autre écrivain a même intenté un procès pour plagiat, accusant Haley d'avoir copié des passages de son propre roman sur l'esclavage. Ces controverses ont soulevé des questions fondamentales. Qu'est-ce qui est vrai dans cette histoire? Qu'est-ce qui relève de la fiction? Et plus important encore, est-ce que la distinction entre fait et fiction importe vraiment quand il s'agit de raconter une vérité plus profonde sur l'expérience de l'esclavage? Car au-delà des détails historiques vérifiables ou non, l'histoire de Kunta Kinte, ou de l'homme qui a pu lui servir de modèle, raconte une vérité essentielle. Elle raconte l'histoire de millions d'Africains arrachés à leurs terres, dépouillés de leur identité, réduits à l'état de marchandises. Elle raconte leur résistance, parfois violente et spectaculaire, plus souvent silencieuse et quotidienne. Elle raconte leur détermination à maintenir leur humanité dans un système conçu pour la nier. Les archives historiques confirment l'existence d'un navire négrier, le Lord Ligonier, qui a effectivement débarqué 140 captifs à Annapolis en juillet 1767. Elle confirme l'existence de la famille Waller et de leur plantation en Virginie. Elle confirme les pratiques horribles de l'esclavage, les mutilations pour empêcher les fuites, les séparations forcées des familles, la violence quotidienne. Mais les archives ne peuvent tout raconter. Elles ne peuvent pas documenter les rêves d'un jeune homme enchaîné dans la cale d'un navire négrier rêvant de sa terre natale. Elles ne peuvent pas enregistrer les histoires murmurées dans l'obscurité des cabanes d'esclaves, transmettant de génération en génération la mémoire d'une Afrique idéalisée, mais jamais oubliée. Elles ne peuvent pas mesurer la force d'âme nécessaire pour survivre dans ces conditions, tout en refusant d'accepter mentalement sa condition. Aujourd'hui, à Annapolis, un mémorial se dresse en hommage à Kunta Kinte et à tous les Africains débarqués dans ce port. Des millions de personnes visitent ce lieu chaque année. Beaucoup sont des descendants d'esclaves, venus chercher une connexion avec leur passé. D'autres sont simplement des gens voulant se souvenir d'une période sombre de l'histoire humaine. En Gambie, le village de Jufur est devenu un site touristique. Des guides racontent aux visiteurs l'histoire de Kunta Kinte comme s'il s'agissait d'un fait établi, peu importe que les historiens aient exprimé des doutes. Pour les habitants du village et pour les touristes qui viennent du monde entier, l'histoire est vraie parce qu'elle représente une vérité plus profonde. Cette ambiguïté entre fait et fiction, entre histoire documentée et mémoire transmise, est au cœur de toute tentative de reconstituer le passé de l'esclavage. Car les archives ont été écrites par les oppresseurs. Les registres des plantations réduisent des êtres humains à des chiffres. Tant de livres sterling pour un homme de tel âge. Tant de coups de fouet pour une transgression. Tant de boisseaux de tabac produits. Ces documents ne disent rien,
des personnes réelles, de leurs espoirs, de leurs peurs, de leur résistance. La tradition orale, elle, préserve ce que les archives officielles ont négligé ou délibérément effacé. Mais la tradition orale est aussi malléable, sujette à l'embellissement, à l'idéalisation, aux erreurs de transmission. Distinguer ce qui est historiquement exact de ce qui a été ajouté ou transformé au fil des générations est un défi immense. Alors, que s'est-il réellement passé? Y a-t-il vraiment eu un jeune homme nommé Kunta Kinte, capturé en Gambie en 1767, vendu à Annapolis, qui a résisté à son esclavage jusqu'à perdre une partie de son pied, qui a transmis son histoire à sa fille, malgré toutes les tentatives pour effacer son passé? Les preuves sont suffisamment solides pour que ce soit possible. Les preuves sont suffisamment fragmentaires pour qu'on ne puisse l'affirmer avec certitude. Mais en fin de compte, peut-être que la question n'est pas de savoir si Kunta Kinte a existé exactement tel que décrit. La vraie question est, combien de jeunes hommes et femmes ont vécu des histoires similaires? Combien d'identités ont été effacées? Combien de familles ont été détruites? Combien d'histoires n'ont jamais été racontées? Car pour chaque Kunta Kinte, dont le nom a survécu dans la mémoire collective, il y a eu des dizaines de milliers d'autres dont les noms ont été perdus à jamais. Pour chaque histoire transmise sur 7 générations, il y a eu des millions d'histoires qui se sont éteintes avec leurs protagonistes. L'histoire de Kunta Kinte, qu'elle soit strictement factuelle ou partiellement fictionnalisée, remplit une fonction essentielle. Elle donne un nom, un visage, une histoire individuelle à un phénomène historique d'une ampleur si massive qu'il risque de devenir abstrait. Elle nous rappelle que derrière les statistiques de la traite négrière, derrière les 12 millions d'Africains déportés, il y avait des individus, chacun avec son nom, son histoire, sa famille, ses rêves. Les registres du port d'Annapolis continuent de dormir dans les archives du Maryland. Les visiteurs peuvent les consulter, lire les noms des navires négriers, voir les chiffres inscrits avec soin. Tant de cargaisons humaines, débarquées telle date. Ces documents existent, ils sont réels. Ils témoignent d'une industrie qui a duré des siècles et a enrichi des nations entières. Mais ce que ces documents ne peuvent capturer, c'est l'humanité de ceux qui ont été réduits à l'état de marchandises. Pour cela, nous avons besoin d'histoires comme celle de Kunta Kinte. Histoire qui nous rappelle que chaque ligne dans ces registres représentait une personne. Chaque chiffre était un être humain arraché à sa terre, sa famille, sa vie. Et peut-être que c'est cela, finalement, la véritable histoire jamais racontée de Kunta Kinte. Pas les détails précis de sa capture ou le nom exact de son village, mais le fait que son histoire, ou quelque chose qui y ressemble, s'est répété des millions de fois. Et que malgré tous les efforts pour effacer ces histoires, elles persistent. Dans la mémoire, dans la tradition orale, dans les gènes de millions de descendants. Vous venez d'entendre une histoire qui oscille entre faits documentés et légendes transmises. Pensez-vous que tout cela s'est réellement passé? Ou croyez-vous que certains détails ont été inventés, embellis, transformés par le temps? Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires troublantes qui vous feront questionner ce que vous savez de l'histoire. Et surtout, partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, sont fascinés par les mystères du passé et les vérités enfouies dans les archives oubliées. Car en fin de compte, peut-être que la vraie question n'est pas de savoir si Kunta Kinte a existé. La vraie question est, pourquoi avons-nous besoin de croire qu'il a existé? Et qu'est-ce que cette histoire nous dit sur nous-mêmes, sur notre relation avec le passé, sur notre manière de donner du sens à l'histoire? Les réponses à ces questions, comme les détails précis de la vie de l'homme qui a pu inspirer cette légende, restent enveloppés dans les brumes du temps. Quelque part entre les lignes manuscrites des registres jaunis et les histoires murmurées de génération en génération, se cache une vérité. Une vérité qui est peut-être plus grande et plus importante que n'importe quel fait historique isolé. Et cette vérité continue de résonner aujourd'hui, 2 siècles et demi après,
que ce navire a débarqué sa cargaison humaine dans le port d'Annapolis. Elle résonne dans les mémoriaux, dans les livres, dans les films, dans les conversations. Elle résonne parce qu'elle nous rappelle quelque chose que nous ne devons jamais oublier, que derrière chaque statistique historique se cachent des vies, des souffrances, des résistances, des espoirs. Voilà la véritable histoire jamais racontée de Kunta Kinte. Non pas les détails de sa vie, qui resteront toujours partiellement obscurs, mais l'importance persistante de sa mémoire, dans notre conscience collective, une mémoire qui refuse de mourir, tout comme l'homme qui l'a inspiré a refusé d'oublier d'où il venait, même face aux pires horreurs de l'esclavage.